Salut à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet, un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto que je vous propose aujourd'hui. Et j'ai envie d'inaugurer une série de grands entretiens, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler, effectivement, où on va prendre le temps de discuter avec un invité plutôt prestigieux. Et ben aujourd'hui, c'est Denis Brognard qui accepte de jouer le jeu et qui est avec moi. Salut Denis. Salut Laurent-Frédéric. Bah, écoute, ça me fait plaisir de te retrouver. Et ben moi aussi, parce que je crois qu'on peut d'ores et déjà révéler qu'on s'est connus il y a quoi ? Il y a une... Oh, attends, ça fait plus de 25 ans. Ah bah ouais. À l'armée. À l'armée. On a fait notre service militaire ensemble. Au CIRPA, on était journaliste à Terre Magazine, journal de l'armée de terre. Et ça ne nous rajeunit pas, mais ça nous rappelle d'excellents souvenirs. Et nous avions déjà le sport en nous. Hein. C'est clair. Parce que je me souviens t'avoir accompagné après sur un duplex en foot, où tu commentais un match de camp. Ouais. Mais ça, t'étais sorti de l'armée alors ? Non, j'étais encore à l'armée, mais j'avais l'autorisation le week-end de pouvoir commenter des matchs pour Europe 1 à l'époque, avec Eugène Sacomani. Voilà. Et moi, tu te souviens que je parlais déjà du sport automobile. Moi, j'avais déjà un pied à France 2. Hein. T'étais un dingue, notamment de Senna. Ouais. Tu voulais absolument écrire un bouquin sur Senna, t'étais fou de Senna, t'étais déjà habité par le sport auto. Pas uniquement le sport auto, mais le sport auto notamment. Ouais. Bon, bah alors c'est bien ça, on a bien les mêmes souvenirs. Toi, t'étais une encyclopédie beaucoup plus que moi dans ce domaine-là. Bon, en tout cas, moi, quand je me suis dit, tiens, à qui je pourrais demander de venir comme ça parler un petit peu en longueur de son rapport au sport auto, bah, j'ai pensé à toi tout de suite, parce que tu es toujours associé au sport automobile. Ouais. Puisque je te voyais encore, évidemment, à Spa, il y a quelques semaines. Et dans Automoto. Et dans Automoto, bien évidemment. En plus, je me souviens qu'à Eurosport, à une époque, tu as bien animé aussi l'émission de débat. Tu n'as pas remplacé Roger Zabel J'ai succédé, on ne remplace pas Roger Zabel, on lui succède. C'est ça. Voilà, Autocritique, qui était en fait chargé le dimanche soir de faire un bilan en étant le plus indépendant possible des Grands Prix de Formule 1, avec Lionel Froissart, avec Jean-Louis Moncé et avec à chaque fois un invité prestigieux. Donc ce sont de très bons souvenirs. Bon, bah écoute, alors c'est pour ça que oui, j'ai quand même quelques petites questions à te poser si tu veux bien jouer le jeu et qu'on essaye un peu avec plaisir de rentrer dans le vif du sujet. Si je commence par l'actualité quand même, Spa, il y a quelques semaines avec évidemment la tragédie d'Antoine Hubert. Comment tu as vécu ça toi sur place ? Je l'ai vécu de manière assez bizarre parce que juste avant, j'étais en train de faire une interview qui était forcément positive, joyeuse, d'Esteban Ocon, qui venait d'apprendre qu'il rejoindrait l'année prochaine l'écurie Renault. Et voilà, j'entretiens de bons rapports avec Esteban Ocon, que je trouve non seulement très talentueux, mais sympathique. Je trouve qu'il a tout compris, et de la communication, et de ce rôle de pilote porte-étendard d'une marque. Et on était, et sitôt l'interview finie, il y a eu ce départ de course, et puis on était juste en bas du raidillon, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'accident. Et très vite, on nous a dit accident, mais on n'avait vu aucune image, on ne savait pas ce qui se passait. Et puis les informations sont arrivées par bribes. On a appris qu'il y avait un pilote américain, puis un pilote français. Et forcément, Antoine Hubert, c'est quelqu'un que je ne suivais pas au quotidien, mais que je connaissais depuis de nombreuses années, parce que j'avais eu la chance de faire du média training, c'est-à-dire de préparer les jeunes pilotes il y a quelques années à Chamonix aux techniques d'interview, à la prise de parole devant une caméra. Et il y avait tous les petits jeunes. Et à l'époque, les petits jeunes, c'était Gasly, c'était Nato, et c'était notamment Antoine Hubert, qui était rigolo parce que c'était sans doute à l'époque le plus timide de tous. Mais c'était un type intelligent. Et puis ensuite, j'ai appris... Je ne vous cache pas, puisque le fils de Jean Alesi était impliqué, lui, puisqu'il avait crevé. C'est à la suite de cette crevaison que tout s'enchaîne. J'ai croisé Jean qui, avant l'annonce officielle, m'a dit c'est terrible et il ne s'en sortira pas. Oui, c'est ça. On a l'impression que tout le monde l'a senti tout de suite. Il faut dire que l'accident est tellement épouvantable. Moi, j'ai même eu très très peur à un moment que ce soit les deux. Parce que quand on voit aussi la voiture de Correa, l'américain, on se rend compte que l'avant de sa voiture a explosé et qu'on voit ses pieds. Ça nous rappelle un accident terrible à Brands Hatch de Jacques Lafitte. Oui, ou Pironi à Hockenheim. Exactement. Pareil, mais à l'époque, il n'y avait pas cette cellule de sécurité. Là, il y a une cellule de sécurité et malgré ça, avec la violence du choc, la voiture est déchiquetée à l'avant et on voit les pieds de l'américain. On voit rien d'Antoine Hubert, mais
Enfin voilà, et moi je retiens ce que m'a dit le lendemain Jackie X, pour qui j'entretiens avec qui j'entretiens des rapports d'une très grande complicité. Ça fait partie de mes grandes rencontres dans le monde du Moi, sport. je le dis toujours, c'est un seigneur. Et Jacques Lafitte aussi. Oui. C'est deux seigneurs C'est ça. de la même époque à peu près. Et Jackie X m'a dit, tu sais Denis, ça prouve et ça montre que la course automobile reste la course automobile et que c'est un sport, on a tendance à l'oublier avec les nouvelles normes de sécurité, extrêmement dangereux. Et voilà, ça nous le rappelle une nouvelle fois, c'est-à-dire que on est tellement habitué à avoir des crashs terribles. Je pense à Kubica une année au Canada. Au Canada, tout le monde a cru que c'était fini terminé. instantanément. Le mec il sort de sa voiture et le lendemain il est dans la voiture. Ouais. Enfin, c'est insensé. À Indianapolis chaque année, je pense Voilà. qu'il y a des cabrioles, ils vont dans le grillage, c'est Donc, incroyable. moi, je trouve que c'est ça, plutôt. C'est le miracle permanent en voiture. Et quand ce miracle ne se produit pas avec ce malheureux Antoine Hubert, on est tous choqués parce qu'on n'a plus l'habitude. Avant, on avait l'habitude chaque saison de perdre des pilotes dans toutes les catégories. Là, c'est de moins en moins vrai. Et voilà, je me souviens de certains moments extrêmement poignants. L'interview que j'ai faite avec ce Malaisien, le patron de la Renault Sport Academy, Oui. voilà, qui m'a dit pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, c'était comme un frère, c'était comme un membre de la famille. Je me souviens de Fred Vasseur, qui quand même, lui, avait comme troisième pilote l'Américain, et qui avait gagné le titre l'année précédente avec Antoine Hubert, en direct dans Automoto, les larmes aux yeux. C'est-à-dire avec peu de mots, mais une émotion absolument incroyable. Voilà, je me souviens aussi être resté très tard le samedi soir sur le circuit à Spa et d'avoir croisé Pierre Gasly. Oui, et de lui c'est avoir toi qui fais l'interview. Ouais, Ouais. et de lui avoir demandé Là, avec beaucoup elle de est forte, pudeur. hein. Je lui Ouais. ai dit, je veux pas te poser des questions. Non. Je veux juste une réaction. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, quelqu'un de Red Bull qui comprend rien me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je parle pas au pilote Red Bull là. Non. Je parle à un pilote qui vient de perdre un ami, un jeune pilote qui est bouleversé par ce qui s'est passé et qui voit une partie de sa vie s'écrouler avec ça. Et il n'y a eu aucune relance de ma part. C'est-à-dire que je lui ai dit, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oui. Il a dit ce qu'il avait à dire et il est parti. Il le dit très bien, c'est très émouvant ce qu'il dit. Bien sûr. Il a... Parce qu'il y a une vraie amitié. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'on a toujours tendance à encenser les gens qui meurent, et c'est pas la période actuelle qui va nous le contredire avec la mort de Jacques Chirac. Même ses pires ennemis sont capables de dire que c'était un grand homme. Ça me fascine toujours d'ailleurs ce rapport à la mort et ce rapport, ces notions qui s'évaporent subitement avec la mort. Mais là, on sentait vraiment que Gasly était touché en plein cœur. Mais il y a eu plein de choses. Et les parents de Gasly qui étaient là aussi. Il ne faut pas oublier non plus que c'était quand même son premier Grand Prix à nouveau chez Toro Rosso. Il avait été rétrogradé. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là, quand en off, il m'a dit à un moment, il me dit, tout ce que je vis, c'est tellement dérisoire. Par rapport à ce que je viens de vivre. Et sa maman qui tout de suite me dit, venez voir, et qui me montre des images de ces gamins en karting. Et je mets d'ailleurs dans Automoto un podium où on voit en deuxième position Antoine Hubert, premier Esteban Ocon et troisième Pierre Gasly. C'est Pierre Gasly, oui. Pierre Gasly. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça a été un moment extrêmement émouvant et j'étais très heureux de voir que même s'il faisait partie des garçons qui étaient dans l'antichambre de la Formule 1, beaucoup de pilotes de Formule 1, beaucoup d'autorités extrêmement bien placées du monde de la Formule 1 l'ont accompagné lors de son enterrement. Alors, toi qui es habitué par la force des choses à couvrir la Formule 1, là c'est vraiment l'exemple le plus concret. Est-ce que tu dirais que c'est un sport facile à couvrir, à présenter, à aller chercher les acteurs? Moi, je l'ai fait pour Stade 2, tu sais, à une époque. C'est un métier de superstar où il y a 15 caméras sur n'importe qui pour faire une interview. C'est pas facile. C'est un métier, j'ai envie de te dire, c'est à la fois compliqué parce que c'est un sport mondial et parce que chaque pilote de haut rang est un pilote qui intéresse le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le football français où on est 3 caméras et 2 micros à vouloir interroger même les plus grandes stars. Là, quand vous voulez interroger Lewis Hamilton, vous êtes confronté à la première chaîne allemande, à la BBC, à la chaîne espagnole, à Netflix maintenant. Donc, c'est compliqué, mais ce que j'aime dans la Formule 1, c'est que rien n'est laissé au hasard. C'est que l'organisation, elle est millimétrée, elle est chirurgicale. Quand vous avez rendez-vous pour 10 minutes à 15h avec Lewis Hamilton, à 14h59, il arrive, et à 15h10, passé de 10 secondes, il est parti. Mais pendant le laps de temps qui vous a été accordé par mail, confirmation, etc., il est là, et vous ne pouvez pas imaginer que le mec fasse faux bond et vous fasse chou blanc. Ça n'existe pas en Formule 1. Donc dans ce cadre-là, c'est intéressant.
Et puis je dirais que moi ce que j'aime, c'est que ce sont des héros des temps modernes. Et que le fait que justement quand ils se mettent le cul dans leur baquet, ils risquent leur vie, c'est différent du mec qui rentre sur une pelouse. Oui. Voilà, mais je me souviens des grandes difficultés que j'ai eues pendant les 10 années où j'ai fait la Formule 1 toute la saison, c'était avec Schumacher. Ah ouais. Schumacher qui me disait, je ne comprenais pas ça, il me disait, moi j'ai une exclusivité mondiale avec RTL TV. Ah bon, disais, à ce point-là, tu vois. Mais oui, et je disais toujours, mais une exclusivité mondiale, ça ne veut rien dire. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez parler à TF1 que vous allez diminuer et l'audience Oui. et l'impact de ce que vous pouvez dire à Tout à RTL fait. TV. Voilà, mais bon, tout ça, Ah c'était ouais, un tiens, peu, bah ça c'est tout intéressant. ça, c'était effectivement. assaini Oui. sur la fin de sa carrière. Ouais. Il avait été beaucoup plus sympathique. On vit quand même une époque, on a beau dire ce qu'on veut, quand un mec arrive, il n'a pas 18 ans, donc pas le permis de conduire, et il fait déjà partie des meilleurs, je pense à Verstappen. Bah oui, c'est un quand on phénomène. voit les mecs qui sont maintenant très forts. Alors, c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire qu'à une époque, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jacques Lafitte, il fallait faire ses preuves, il fallait gagner les dixièmes les uns après les autres, apprendre à connaître la voiture, apprendre à piloter. Aujourd'hui, avec les simulateurs, avec ces voitures qui sont plus faciles à conduire que celles des prédécesseurs, on se rend compte qu'un pilote qui arrive, même à 17 ans et demi, il est tout de suite à un dixième, Ouais. et puis ensuite à quelques centièmes. Donc, le nivellement est assez important, mais on a quand même, il y a forcément un mais. Quand vous êtes un génie et que vous êtes au-dessus et que vous avez en plus la bonne voiture, je pense à Hamilton, eh bien, vous faites toujours la différence. Et quand vous êtes un génie en devenir et que vous avez une voiture moyenne, mais que vous êtes capable, le jour J, quand vous avez l'opportunité d'y arriver, c'est ce qui est arrivé à Vettel il y a quelques années, lorsque sur Toro Rosso, sous la pluie, à Monza, il gagne son premier Grand Prix et il lance sa carrière. C'est ce qui est arrivé à Verstappen, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à ce génie du futur, et maintenant même du présent, qui est Charles Leclerc, parce qu'il fallait gagner à Spa, il fallait réussir le doublé à Monza. Ouais, et à Monza, se coltiner les deux Mercedes derrière toute la course, dans l'ambiance, la pression qu'il avait, il l'a fait. C'est ça que je veux dire. Et voyez, et un Pierre Gasly qui a beaucoup de talent, je pense qu'il a un mental aujourd'hui qui est moins développé vers l'extrême, et que c'est ce qui l'a empêché de tirer son épingle du jeu par rapport à Verstappen. Je pense que s'il avait tapé du poing sur la table comme l'a fait Leclerc, quand même, il a quadruple champion du monde de Formule 1 à côté de lui, il dit mais vous êtes fous quoi, vous avez vu ce que vous avez fait. Le mec, c'est sa première saison chez Ferrari, il n'avait jamais rien gagné avant, il n'avait pas fait un podium. Ah ouais. Donc pour moi c'est ça un champion, c'est un mec qui est capable tout de suite de s'imposer et qui est capable quasiment de prendre le leadership quel que soit son coéquipier, même quand il est 4 fois champion du monde. Alors, est-ce que tu serais prêt à me dire quels sont tes pilotes préférés actuels, ou est-ce que tu as un devoir un peu d'impartialité? Non, je peux te dire ça sans problème. Alors, mon pilote préféré, qui a quitté la Formule 1 il n'y a pas très longtemps, mais qui est encore pilote, notamment en endurance, c'est Fernando Alonso. Ah d'accord. Moi, je suis voilà, parce que j'aime le côté bourru du garçon. Je l'ai connu, moi, mon début de carrière dans la Formule 1 correspond à son début de carrière. Je me souviens de l'avoir vu avec son blouson et son sac Décathlon comme un petit garçon dans l'avion privé Renault qui ramenait et l'écurie Renault et les journalistes de TF1 à l'époque et d'autres collègues. Voilà, et on l'a connu enfant de la Formule 1 et puis on l'a vu évoluer. Et je pense que ce type-là, il avait un génie qu'on pourrait apparenter à celui d'un Lewis Hamilton. Sauf que il a très souvent fait les mauvais choix. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que il n'est que double champion du monde. Il n'est que double champion du monde, mais chez Renault, ne l'oublions pas. Oui, oui. Et Renault, champion du monde des constructeurs et des pilotes avec lui, à une époque où il était absolument monstrueux. Mais ensuite, effectivement, il a eu du mal. Il ne supporte pas d'avoir quelqu'un de son niveau. On l'a vu avec Lewis Hamilton. Et puis ensuite, il n'a pas du gain. Hein. McLaren, il a pris beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Sauf que sa voiture, elle était une seconde ou une seconde et demie au tour moins rapide que les meilleurs. Donc il s'est retrouvé dans les bas-fonds de la Formule 1. Et chez Ferrari, il n'y est pas arrivé non plus. C'est pas passé loin. Hein. Voilà. Mais c'est un mec que moi j'aime beaucoup. D'accord. Donc ok, c'est un type que j'aime voilà. beaucoup. Et actuellement, alors en activité, là, tu pourrais actuellement, franchement, m'avouer une préférence? Ouais, je suis vraiment bluffé par ce qu'est capable de faire Leclerc. Bah voilà. Je suis bluffé. J'étais sûr que tu allais me dire Non, Leclerc. mais je vais te dire. T'as vu, il y a une adhésion mondiale sur ce jeune pilote. Tout le monde l'adore. Parce que j'ai eu la chance de le connaître. J'ai la chance d'être assez proche de son manager Nicolas Todd et de parler de ce garçon depuis le début. J'en avais même parlé avec le regretté Jules Bianchi à l'époque où il l'a détecté en karting. Ouais. Et puis j'aime cette histoire. Voilà, il est monégasque, mais il vient pas de la haute sphère monégasque. C'est pas un ami du prince au départ. Voilà, sa maman est coiffeuse. Et puis il a une histoire personnelle. Il a toujours été bon. Et là, il arrive. C'est pas qu'il est bon, c'est qu'il s'impose dans une forme d'excellence absolument extraordinaire parce que ce qu'il est capable de faire.
on oublie, mais globalement, il pourrait avoir 5 Grands Prix à son actif aujourd'hui. On est bien d'accord. Puisque Bahreïn, normalement, il doit gagner. Bakou, c'était promis pour lui, voilà. on ne saura jamais. L'Autriche, bien sûr. voilà, c'est une erreur de jeunesse, mais il faut bien qu'on en fasse de temps en temps. Normalement, il ne doit jamais laisser passer Verstappen. Et puis Spa et Monza. Voilà, et puis derrière... Sochi, on pourra toujours aussi en discuter. Voilà, donc c'est quand même un mec incroyable avec une voiture qui n'est pas la meilleure du plateau. On a dire ce qu'on veut. Cette année, non, à Spa et à Monza, on peut comprendre parce que priorité moteur avec le moteur Ferrari est quand même très bon, notamment avec le DRS. Mais quand même, à un moment ou un autre, ce type-là, moi, me fascine. Et il n'y a rien qui est dû au hasard. Quand Hamilton gagne avec beaucoup de chance le 2e Grand Prix de la saison, il dit tout de suite, je me souviens, je crois que c'est Martin Brundle qui l'interroge, et il dit: mon grand rival, c'est lui. C'est lui. Il ne parle pas de Vettel, il ne parle pas de Verstappen. Et je pense aujourd'hui, qu'il est beaucoup plus fort, je m'avance peut-être un peu, que Verstappen. Il est moins fou. Ah, alors là, c'est un gros débat que tu ouvres. Mais effectivement. Je pense qu'il est, plus intelligent, 2, meilleur metteur au point. Voilà, dans la discussion avec les ingénieurs, je pense qu'il est mieux cérébré, mieux câblé. Voilà. Faut peut-être voir sous la pluie. Non, mais d'accord, mais il lui manque ce grain de folie. Néanmoins, je pense que sur le long terme, Alain Prost restera, quoi qu'il arrive, toujours meilleur que Nigel Mansell. Qui était le plus rapide des deux? Qui était le plus fou? Sans doute Mansell. Voilà, mais c'est Prost qui a le plus beau palmarès. Et je pense que si on se retrouve dans une dizaine d'années, je pense que Leclerc, alors bien évidemment il y a les choix d'équipe, mais je pense que Leclerc sera meilleur. Et par exemple, je pense que Verstappen a compris cette année qu'il n'irait pas chez Ferrari. Ferrari, s'ils ont eu besoin peut-être d'avoir un Verstappen pour avoir une tête d'affiche, ils l'ont leur tête d'affiche. C'est-à-dire qu'ils sont et c'est ça que j'aime bien aussi chez Ferrari, c'est que à un moment ou un autre, ils ont pris ce gars-là, ils ont pris le risque. Moi, j'étais convaincu que c'était un très très bon pilote, mais j'étais pas convaincu qu'il pourrait. Enfin voilà, j'étais aussi dubitatif que par rapport à Gasly versus Verstappen. Mais voilà, donc c'est un gamin. Et puis je discute avec lui, je trouve qu'il est simple. À Spa quand même, il perd aussi son pote Antoine Hubert. Voilà, je l'ai vu, il était blanc comme un linge avant le démarre. Ils vont faire cette minute de silence qui pour des jeunes pilotes, ça remet quand même, ça ressasse ce qui s'est passé. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la meilleure des formules, mais en tout cas c'est ce qui a été fait. Derrière il se met le cul dans sa voiture, il a signé la pole avec 7 dixièmes d'avance sur le deuxième. C'est le plus gros écart de la saison. Et derrière il gagne la course. Donc voilà, je pense que ce gars-là, et puis il a tout pour lui. C'est-à-dire qu'il est monégasque. C'est-à-dire qu'il est moi je pense qu'il est à l'orée d'une carrière incroyable parce qu'il va être le porte-étendard de cette ville, de ce pays. Ils n'ont jamais eu un sportif de haut niveau dans aucune discipline. Tout à fait. Le plus grand sportif, c'était le Prince Albert en bobsleigh. Non mais si on se dit les choses. Donc voilà. Et connaissant la passion du prince pour le sport en général et pour la Formule 1, mais vous vous rendez compte, mais ce type-là, il va signer un contrat mirobolant avec Ferrari, ça ne va cesser de monter, et puis il va être le porte-étendard de cette île, de ce pays, qui est un pays qui a besoin de ça. Voilà, aujourd'hui, c'est un pays qui communique sur les étrangers qui vivent chez lui. Mais là, ils vont pouvoir communiquer sur peut-être l'un des plus grands sportifs de demain. Parce que Lewis Hamilton, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il fait partie des 10 plus grands sportifs, toutes disciplines confondues, mondialement connus. Charles Leclerc sera l'un d'entre eux, je le pense et je l'espère dans 1 ou 2 ans. Bon, je pense que tes paroles ont de quoi être prophétiques, mon cher Denis. Je l'espère. En plus, je l'aime beaucoup. C'est vrai que tout est en place, je pense. Voilà. Bon. Et il n'a pas oublié, il n'oublie jamais d'où il vient. Bon, attends, tu sais que je pourrais te poser des questions pendant des heures, mais on va quand même se limiter. Alors, si je voulais te faire évoquer quelques gloires du passé, des pilotes qui t'ont marqué quand tu étais jeune, dont tu te souviens encore, est-ce que là, à brûle pour point, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Jackie X. Bon, d'accord. Mais pas pour sa carrière en Formule 1, j'étais trop jeune, mais pour sa carrière notamment sur le Dakar, avec Claude Brasseur. Parce que je trouve que ce type, il a tout pour lui. Il est élégant, il est beau, il est charmant, il est souriant. C'est un pilote qui a plus de 70 ans aujourd'hui, mais qui est d'une modernité absolument insensée. Et je l'ai encore vu à Spa. C'est un mec, mais d'une gentillesse. C'est l'une de mes plus belles rencontres. Voilà. Allez, deux autres noms. Allez. Jacques Lafitte. Top. Bon, là, parce que Jacques Lafitte, j'ai travaillé tellement longtemps avec lui. C'est devenu un ami. C'est un mec qui, malgré ses difficultés, malgré une marche difficile, est quand même capable de jouer au golf avec un handicap à un chiffre. Il a joué au tennis à un très bon niveau. Et puis, c'est l'humaniste à l'état pur. C'est-à-dire que c'est un type d'une générosité incroyable. J'ai rarement rencontré un sportif aussi altruiste. Et voilà,
je ne manque pas bel une hommage, occasion que tu de lui rends. parler, de le Ouais. voir. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et puis si on Allez, un troisième. quitte la Formule 1, Oui. j'ai envie de dire Bernard Darniche. Tiens, Bernard Darniche. Ouais, parce que j'aimais bien le rallye. Pas Loeb, pas Ogier, en rallye, tu mettrais Ah, mais Darniche. je commence Oui, je commence à vieillir, donc c'est plutôt mon enfance. La Mais non, lancière mais non. Stratos, Oui, notamment. tiens, et puis sa victoire au Monte-Carlo, Voilà, ça donc c'est c'était- sûr. Et puis Oui. je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, Oui. 77 balais. Ouais, Il a pas un pet de gras. non. On a fait 70 bornes en vélo. Ah, dis donc, ah oui. Et le mec, il est encore incroyable. Voilà, j'ai le souvenir de ce pilote pareil, parce que le rallye à l'époque, le rallye est une discipline très dangereuse, Mhm. mais à l'époque c'était un truc de, Ouais. c'était un truc de fou. Et puis il y a Michel Mouton évidemment, parce que C'est vrai qu'elle est unique en son elle genre, est unique. hein, Michel. Il y en a pas eu d'autres. Hein. Ah non, Il c'est n'y en a vrai. pas eu d'autres. Mais dans tout le sport automobile, à ce Mais oui. niveau-là, il n'y en a Mais aucune autre. Ah non, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est. Mais je pourrais évidemment dire Loeb et. Mais. C'était. Je trouve que. Mais je dis la même chose de Schumacher à l'époque. Je trouve que gagner tout le temps. Ouais. Voilà, c'est. Bien sûr que c'était le meilleur. Mm. C'était le meilleur, Loeb, avec la meilleure voiture. Oui. Donc c'était une évidence qu'il gagne. Mmh. Maintenant, j'aurais aimé plus d'adversité, comme pour un Ogier aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus la meilleure voiture, il est toujours parmi les meilleurs pilotes, donc il arrive à faire la différence. Mais c'est pareil que l'endurance. Moi, à un moment, je m'intéressais plus aux 24 heures du Mans. Il n'y avait que Audi. Bah oui. Il y avait Audi et des faire-valoir. Mm. Donc, à vaincre sans péril, vous le savez, on triomphe sans gloire. Donc, à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait de l'adversité. Et c'est pour ça que la Formule 1 en ce moment, si Ferrari peut revenir, C'est ça. Ferrari-Mercedes, avec Red Bull en outsider, effet, voilà oui. ce qui nous intéresse. Mm. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire un championnat à la Button, quand il était sur Braun Grand Prix avec 1 seconde d'avance sur chaque tour jusqu'à mi-saison, c'est Ouais, pas- non, je comprends ce que tu veux dire. Bon, bah Denis, on va s'arrêter là parce que je sais qu'on pourrait jouer le jeu et tu le jouerais très très bien et qu'on pourrait encore discuter des heures, mais je te remercie vraiment beaucoup de ta disponibilité. Écoute, parler de voiture, parler de pilote, c'est toujours un grand bonheur. Avec quand même toujours beaucoup de modestie, parce que je sais que tu es une véritable bible de ces sports. Oui, bah je vois que tu sais tout bien maintenant comme il faut, il n'y a pas de problème, t'en sais même plus que moi, tu les connais mieux et c'était un plaisir de t'avoir. Bon, je te souhaite une bonne saison d'automne-hiver pour Koh-Lanta, bien sûr, ça va, hein, oui, c'est ça, oui, ça continue, bien voilà, sûr. Exactement, il y a une saison qu'on a déjà Oui. tournée, qui va arriver prochainement, et puis Oui. il y aura une nouvelle saison que je pars tourner Bon. dans une contrée lointaine et exotique d'ici Bon. quelques semaines. Et puis de toute façon, Automoto, et tu continues de suivre Exactement. l'actualité Puis de la Automoto, Formule 1, etc. Tous les On est bien d'accord. dimanches. Bon. Et la Formule 1 avec 4 grands prix sur TF1. Voilà. On est très heureux de pouvoir partager à nouveau cette passion du plus grand cirque de l'automobile aujourd'hui à travers Automoto, les JT et évidemment les 4 courses qu'on retransmet. La prochaine, ce sera Austin. Oui, mais tu y vas Exactement. Tu vas sur Eh place non, parce que bah je serai non. déjà Bah voilà, en tournage c'est ce que sous oui, d'autres oui, latitudes. Voilà, c'est ça. Mais vous retrouverez évidemment Adrien Bon, oui. Rabiot, Pavio, voilà. j'ai toujours avec comment il s'appelle, Jean-Éric Vergne Oui, et c'est ça. Marion Jolès. Et moi, après chaque Grand Prix, c'est Jean-Pierre Jabouille, figure-toi, dans ce podcast l'After Ouais, Lab, j'aime que je beaucoup. retrouve. Oui, ben, oui. je l'ai souvent Il m'a eu dit de sur te saluer Autocritique. bien bas, effectivement. Voilà, des c'est- gentleman drivers, Voilà, des types. ouais, ouais. Et n'oublions pas Jabouille, Oui. pilote et ingénieur. Ben Ça voilà. n'existe plus Ah ça ben, aujourd'hui. oui, C'est oui. lui qui a Oui, mis au point le turbo tout à fait. chez Renault. Ouais, Ne ouais. l'oublions Et puis jamais. régler hein. les voitures, ça, je Voilà. crois que c'est pas une légende. C'était un on le sait. ingénieur sans doute meilleur que pas mal Oui. d'ingénieurs d'aujourd'hui. Bon. Eh ben, Et, Jean-Pierre est mon consultant sur l'After Lap après chaque Grand Prix, parce que après le Final Lap, il y a donc l'After Lap, et c'est pour ça qu'on décrypte et qu'on commente l'actualité. But you speak a very good English, N'est-ce my pas? friend Laurent Indeed. Frédéric Bollet. Indeed. Bon, bah allez, Denis, je En te tout libère. cas, et le seul point commun que tu as maintenant avec un militaire que nous étions il y a 25 ans, c'est le cheveu court. Ah oui, mais moi c'est par la force des choses, alors que c'était par devoir, hein, c'est ça. Exactement. Alors que toi t'es resté mais d'une prestance exceptionnelle. Bon, mes t'es respects, super mon fit. Laurent Frédéric Bollet. Oui. Et j'ai envie de vous dire, regarde à vous maintenant. Oui, ben voilà, allez, sœur, yes sœur, Denis, à bientôt, À bientôt, et merci merci beaucoup. d'avoir participé à ce podcast L'After Lab. Salut à tous.